Il y a 4 jours, notre invité dégageait l'horizon de la formation politique qu'il dirige avec en ligne de mire la présidentielle de 2025. C'était à la faveur de la rentrée politique de son parti, le COJEP, qui a pris des allures de démonstration pour rappeler au microcosme politique ivoirien qu'il existe bien et entend jouer un rôle important. À 16 mois de la présidentielle et alors que l'affiche du scrutin commence à se dessiner, le rassemblement de Yamoussoukro sonnait peut-être comme une potentielle annonce de candidature, mais très vite, sur la question, Charles Blé Goudet a préféré continuer à entretenir un certain flou. Je ne ferai pas d'annonce ici, pas aujourd'hui, sauf qu'à ce jour, il demeure inéligible parce que toujours sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire pour des violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Dans cet entretien, sans réserve, il nous dira s'il sera candidat ou non, sans équivoque, son projet, sa trajectoire, sa vision et ses engagements. Charles Blé Goudet nous les partage ce soir, on l'espère, sans réserve. Monsieur le Président du COJEP, Charles Blé Goudet, bonsoir. Bonsoir, monsieur Delasso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous avez déjà commencé à prendre des notes? Non, j'ai pris une note par rapport à ce que vous avez dit. D'accord. Là pour échanger. Absolument, absolument. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose d'avouer à nos téléspectateurs de voir ce sujet. Au son de grêlot et rythme du terroir, le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, bande ses muscles. Dans la grande salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix de Yamoussoukro à ses couleurs, le pari de la mobilisation gagné. Auréolé d'un accueil délirant, son président Charles Blé Goudet se projette déjà pour 2025. Place alors à la présentation du projet de société qu'il entend proposer aux Ivoiriens dans la perspective de la bataille électorale de 2025. Moi, président, ce sera corruption, zéro tolérance dans notre pays. Ce qui induira une gouvernance par l'exemplarité au sommet de l'État. Au moment où coulait le lait et le miel, le gouvernement était de 23 membres. Ensuite, de 26 membres. On avait tout. Au moment où aujourd'hui, on a tous les problèmes, je pense que si un jour je suis président, je peux faire la même chose que le père de la nation. Réduire le nombre de membres du gouvernement. Porteur d'un projet de gouvernement par l'essentiel et les priorités, le président du COJEP n'élude pas les obstacles qui pèsent sur sa candidature. Pour les lever, il entend privilégier la force de l'argument et non l'argument de la violence et de la déstabilisation du pays. Je voudrais rassurer tout de suite. Je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire parce que je suis condamné à 20 ans. Jamais je vais le faire. J'ai toujours dit que cette question de condamnation à 20 ans est une décision politique qui va donner une réponse politique. On a dit l'élection on a 16 mois. J'ai posé le problème. J'ai contacté des médiateurs pour dire que ce n'est pas normal que pour une même question, d'autres aient été amnistiés, moi pas. 2025 ne se passera pas. 2025 ne se passera pas. Écartant toute mise à l'écart du scrutin présidentiel à venir, auquel il dit être prêt à compétir, Blé Goudet ne déclare pas séance tenante sa candidature. Une motion des instances du parti avait pourtant été lue dans ce sens. Pas de quoi inquiéter des participants, lesquels saluent sa maturité et sa clairvoyance. Je suis très heureux de voir qu'il fait le tour de la Côte d'Ivoire avec un seul discours, la paix. Et ce soir, je l'ai écouté, mais je suis fier parce que je vois que comparé à tous les hommes politiques qui se lancent des pièges, je vois un jeune qui a une vision pour la Côte d'Ivoire de demain. On ne rêve que de ça. On veut vraiment du sang nouveau au sein de la classe politique ivoirienne. Et donc moi je pense que la génération Charles Blé Goudet, ça serait vraiment du sang nouveau. C'est ce message républicain que je retiens. Un message vraiment interpellateur, un message évocateur qui nous interpelle tous, qui est donc d'investir tous les bureaux pour aller se faire enrôler et répondre et faire en sorte que vraiment nous puissions reprendre le destin de la Côte d'Ivoire. Bien avant, le ministre-gouverneur Augustin Thiam, cadre du RHDP, se réjouissait de la posture républicaine du mythique chef de l'ex-galaxie patriotique, l'exhortant à garder le cap pour jouer un rôle de premier plan sur l'échiquier politique national. Une ambition chère à Charles Blé Goudet. Charles Blé Goudet, à cette rencontre politique, à cette rentrée politique de Yamoussoukro, on a retrouvé le médecin en chef du COJEP qui a diagnostiqué la Côte d'Ivoire et qui s'est prononcé sur un sujet d'actualité, qu'est le Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation. Monsieur le médecin en chef du COJEP, quelle est cette Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation? Merci. Il faut d'abord évaluer l'Afrique en mutation.
ce n'est pas l'Afrique seule qui est en mutation. Notre monde aujourd'hui est secoué par des crises, notamment les djihadistes dans le nord de l'Afrique, notamment la crise aujourd'hui russo-ukrainienne. La crise au Moyen-Orient. La crise au Moyen-Orient, vous les connaissez. Mais l'Afrique elle-même, aujourd'hui, est secouée par un vent de changement, soit militaire, soit civil. Nos voisins ne sont pas en reste. Alors, dans tout ce changement, dans toute cette mutation, de quelle Côte d'Ivoire on rêve, nous autres? Mais avant de parler de la Côte d'Ivoire dont on rêve, j'ai voulu dire aux Ivoiriens d'où vient la Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire? C'est une Côte d'Ivoire qui sort à peine des crises. Ce sont des Ivoiriens qui sont traumatisés, qu'il faut d'abord aider à sortir de ce traumatisme-là. Cela est important. Vous dites que la Côte d'Ivoire sort de crise. On a l'impression, chaque fois qu'une élection présidentielle approche en Côte d'Ivoire, que les acteurs sont bloqués à une certaine époque. À entendre certains débats politiques, on a l'impression que certains acteurs sont bloqués, par exemple, en 2010, où la crise majeure s'est estompée. Est-ce que Charles Blé Goudé est dans cette logique de se dire il faut revenir sur 2010, revenir sur 2015, revenir sur 2020, un peu plus loin même? Quelle est la logique de Charles Blé Goudé dans tout ça? C'est de la Souba. Moi, j'ai fait 12 ans hors de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. 8 ans dans une cellule de prison en Europe. 14 mois dans une cellule à la DST. 2 ans en exil au Ghana. C'est des moments où j'étais seul. Donc des moments de réflexion, des moments de bilan, des moments de projection. Introspection. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'il faut éviter de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Nous, au COGEP, nous voulons parler espoir. Nous, au COGEP, nous voulons parler avenir. Nous voulons aider ces Ivoiriens à oublier cette douleur. C'est vrai que nous n'allons pas effacer ce que nous avons vécu de la mémoire collective. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas effacée de la mémoire collective. Mais c'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe, aujourd'hui unie, a été bâtie. Vous voyez ensemble le couple franco-allemand. Regardez dans le rétroviseur de l'histoire. Parlez de l'Allemagne et de la France et on vous en dira beaucoup. Mais aujourd'hui, l'Europe repose sur ce couple-là. Pour nous, il faut éviter de rappeler aux Ivoiriens cette douleur-là. Il faut éviter de faire de la Côte d'Ivoire un pays à risque électoral. Faire en sorte que la politique ne fasse pas peur. Une élection, c'est un moment où il faut juger ce qu'on a mis en mission. Ont-ils fait et bien fait ce pourquoi ils ont été élus? Si oui, on les reconduit. Donc pour sinon, terminé. Sinon, on les sanctionne dans les urnes. Et puis bon, ils partent, on met une autre équipe en place. Donc pour moi, une élection n'est pas un moment d'annonce de guerre. Il faut éviter. Et là, je le dis, j'en appelle à la responsabilité des leaders politiques. Dans le langage, dans le comportement, dans les actes, il faut éviter de réveiller ce monstre qui dort encore. Voilà. Et moi, je joue ma partition. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je vais parler à ceux avec qui je ne parlais pas hier. Je demande même pardon à ceux qui ne m'ont pas compris hier. Et puis aujourd'hui, je suis content qu'on peut se parler. Déjà, c'est un pas. Et moi, c'est dans cette posture que mon équipe et moi, nous sommes. Construire la Côte d'Ivoire dans la paix, dans l'espoir. Charles Blé Goudé, pourquoi vous entretenez l'amalgame dans l'esprit de vos militants, de vos sympathisants, quand vous dites, par exemple, 2025 ne se fera pas sans nous. Après, vous dites, je ne suis pas candidat, je ne l'annoncerai pas ici. Pourquoi vous ne lâchez pas le morceau? Parce que vous avez un problème. On n'a aucun problème. Vous voulez m'imposer votre agenda. Pas du tout. Vous voulez m'imposer votre agenda. On est à votre 16 agenda. mois d'une présidentielle. Oui. Vos sympathisants ont besoin de savoir si leur mentor, si leur leader, celui en qui ils voient l'avenir de ce pays, se décider. Personne ne vous impose un agenda. Les élections aux États-Unis ont lieu en novembre. Affirmatif. Voilà. Ils n'ont pas encore investi un candidat. Mais les États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est particulière parce qu'elle sort de crise. Vous n'allez pas me demander de faire en 1 an, 6 mois ce que j'ai raté en 12 ans. Laissez-moi me construire. Laissez-moi m'organiser. Laissez-moi me structurer. Quand je vais à un combat, c'est pour le gagner. Je suis en train de m'organiser. Vous m'avez demandé quand j'étais encore à La Haye, ce que j'allais faire de la Côte d'Ivoire si je venais. D'abord, vous m'avez parlé de paix. Vous voyez, je vais à Dioukouy. Je vais rencontrer des veuves qui pleurent, qui ont besoin d'une oreille pour t'écouter, qui ont besoin d'une épaule. C'est ce que j'ai fait d'abord dans un premier temps. Ne me demandez pas de me comporter comme un baoulé qui va aller planter des ignames dans un champ qui n'a pas pris le temps de défricher. D'abord la paix, ensuite on parle des autres problèmes. En ce qui me concerne, les militants du COGEP sont venus à Yamoussoukro. Ceux que vous avez vus tout à l'heure, ils ne sont pas du tout des partis
découragés ni déçus. Ils savent exactement que le hasard n'a aucune place dans le programme et dans l'agenda que leur leader est en train de dérouler. Je suis en train de dérouler ce que j'ai conçu dans ma cellule de prison. Je vous regarde droit dans les yeux, M. Delassouba. Je suis en train de dérouler. Je suis en train de dérouler. Et personne ne peut m'embrouiller. Personne, aucun homme politique dans ce pays ne peut m'imposer son agenda. J'ai pris 12 ans pour réfléchir. Je vous donne rendez-vous dans les mois qui arrivent. Charles Goudé, 2025 ne se passera pas sans moi. Mais justement, à l'entendre, on a l'impression que c'est un discours, un double discours finalement. Il n'y a pas de double discours. Je prends le temps de me réaliser, je prends le temps d'étudier le terrain, mais en même temps, la présidentielle ne se fera pas sans nous. Expliquez-nous, Charles Goudé. Monsieur Delassouba, oui. On va prendre les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Allez-y. On a le président en exercice. C'est cela. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est candidat? Est-ce qu'il a déjà présenté son candidat? Son parti? Oui. Beaucoup de cadres de son parti ont donné de la voix pour souhaiter qu'il soit le candidat. Tout à fait. À cette rencontre de Yamoussoukro, bien entendu, par la voix de la présidente des femmes du COGEP, mon parti a donné de la voix pour demander que je sois candidat. Mais est-ce que le président du RHDP a répondu qu'il est candidat? Pas encore. Alors, mais c'est pas de lui qu'il s'agit ce soir, Oui, c'est le chef, comment on dit ça? C'est le chef d'orchestre en Côte d'Ivoire en ce moment. Les adversaires ne sont pas encore déclarés. Ne me demandez pas de pousser mon premier pion. Donc pour vous, c'est un jeu de stratégie? Mais la politique est faite de stratégie. Ce n'est pas un jeu de hasard. La politique est faite de stratégie. J'ai des adversaires qui ne sont pas encore déclarés. J'ai 20 ans de prison qui planent sur ma tête au moment où je suis assis devant vous. Comment je fais avec ces 20 ans de prison? C'est la prochaine question que j'allais vous poser. Je vous écoute donc alors. Non, allez-y. Non, vous n'avez pas posé la question, je suis là pour répondre à vos questions. Vous aspirez à être candidat à la présidentielle alors que vous venez de le rappeler, une condamnation plane encore au-dessus de vous. Comment comptez-vous vous arranger? Est-ce que vous avez des signaux positifs dans le sens d'un dialogue politique qui vous permettrait, vous, de recouvrer vos droits civils et politiques en vue de pouvoir être éligible? On va d'abord aller dans le postulat. Et là, je vous amène dans un postulat classique juridique. Non bis in idem. C'est un principe de droit qui dit, et je cite, « Nul citoyen ne peut être poursuivi ni condamné pour les mêmes faits. » Tout à l'heure, dans votre chapeau, avant qu'on ne puisse commencer, vous avez dit que j'ai été envoyé en La Haye pour répondre des crimes liés à la crise post-électorale. Monsieur Delassouba, j'ai été acquitté. Je veux que les Ivoiriens m'écoutent ce soir. On n'a pas fait de cadeaux. J'ai été acquitté, j'ai gagné mon procès relativement à la crise post-électorale. Je gagne mon procès à La Haye. Le procureur de la CPI a même fait appel. Donc, on a épuisé toutes les procédures et j'ai été acquitté définitivement. Aucun tribunal dans ce monde n'est plus habilité à me juger. En Côte d'Ivoire, on me condamne à 20 ans. Je considère cette condamnation comme un acte politique. C'est pourquoi j'envisage une solution politique que je négocie. Je le dis, c'est un choix. J'ai choisi de négocier pour les 20 ans. J'ai exclu toutes les autres voies. Vous avez dit, par exemple, que je ne brûlerai pas la Côte d'Ivoire pour me faire... pour être éligible et être présent sur les listes électorales. Oui, il y a des Ivoiriens qui sont morts dans ce pays. Il y a des orphelins aujourd'hui à vie. Il y a des veuves que moi j'ai rencontrées à Guitrozon, que j'ai rencontrées à Bangolo, qui ne verront plus jamais leur mari. Des enfants qui ne verront plus jamais leur papa. Quand on parle politique, il faut penser à tout cela. C'est pourquoi moi je suis en vie. Et je suis condamné à 20 ans, mais je suis en vie. Tout ça, c'est négocié. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Tout est dynamique. Vous n'entendez pas croiser le fer? Non, je ne veux pas du tout. Je ne veux pas, et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui Premier ministre au Sénégal, il était condamné, radié de la liste électorale. Mais à quelques jours des élections, Ousmane Sonko s'est vu amnistié. Diomaye Faye était en prison avec lui. Aujourd'hui, l'un est président, l'autre est Premier ministre. Tout est dynamique. Ceux qui sont allés enchaîner Diomaye Faye à son bureau, à Dakar, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient en train d'enchaîner leur futur président? Ceux qui sont allés encercler la résidence de Sonko, qui ont cassé les vitres de sa voiture, est-ce qu'ils savaient que c'était le Premier ministre futur qui était en face d'eux? Tout est dynamique. Je ne suis pas pressé. Je sors d'une situation où j'ai touché le fond. Où la Côte d'Ivoire elle-même a touché le fond. En tant qu'acteur, mon parti et moi, nous avons fait un choix.
le choix de la paix, nous pensons que d'un moment à l'autre, les choses peuvent évoluer. Nous allons parcourir ce grand oral que vous avez eu à la faveur de cette rentrée politique de Yamoussoukro. Vous avez dit notamment que vous participerez à la présidentielle de l'année prochaine. Vous allez aider à choisir ceux qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que, dans cette assertion, on ne peut pas percevoir le spectre de prochaines alliances à venir? Une alliance politique n'est pas exclue. Seulement, il ne faut pas en faire un principe. Quand on crée un parti politique, l'objectif n'est pas de faire une alliance. On partage d'abord sa vision. Ensuite, on essaie de la partager avec la population. On essaie de se structurer et on regarde sur l'échiquier politique les ou le parti politique avec lequel on partage soit la même idéologie, soit ponctuellement un problème d'intérêt national. Ayant fait cette analyse en l'état actuel des choses, si vous devriez vous rapprocher d'un camp politique en Côte d'Ivoire pour la présidentielle prochaine, ce serait lequel? Non, vous n'y êtes pas encore? Non, parlons de moi. Mais bien sûr, parlons du COJEP, de votre parti. Oui, nous sommes en train de nous organiser et nous ne sommes pas encore à un stade d'alliance. Vous vous dites, si vous n'êtes pas éligible, vous pourrez, à la Sonko et Diomaye Faye, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, vous êtes en mesure de proposer un cadre qui pourrait compétir. Ça, ce n'est pas exclu. Et ce cadre peut ne pas être forcément du COJEP. Parce que moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je ne vois plus la Côte d'Ivoire en termes de gauche-droite. Voilà. Je vois aujourd'hui la Côte d'Ivoire en termes de qui? Quelle équipe peut porter un projet nouveau? Quelle équipe peut porter un projet novateur qui puisse se rapprocher des besoins, des réalités des Ivoiriens? Parce que, voyez-vous, M. Darassouba, on se plaint souvent que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Mais parce qu'ils trouvent les politiciens trop éloignés de leur réalité. C'est vers cela que nous voulons aller comme réponse. Notre projet que nous voulons porter avec certains jeunes Ivoiriens que vous ne connaissez pas forcément, qui ne sont pas forcément du COJEP, c'est que nous voulons apporter des réponses aux réalités des Ivoiriens. Vous n'avez pas donné votre réponse tout de suite. Vous avez dit, je ne vous répondrai pas aujourd'hui, mais vous avez sorti une formule consacrée dans la sphère politique internationale, moins président de la République, moins président de la République. Évidemment, tous les Ivoiriens savent que Charles Blé Goudé, tous les matins devant la glace, en se rasant, rêve de ce fauteuil présidentiel. Ce moins président de la République, vous l'envisagez dans un moyen, long terme. Vous vous dites, par exemple, 2025, c'est une étape, 2030, ce serait plus sûr, par exemple? Ça, ce sont des chiffres. 2025, 2030, ça, ce sont des chiffres. Le monsieur qui est assis devant vous, la personnalité politique qui est assise devant vous, vous dit qu'il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Il a un projet politique. Vous savez, il y en a qui viennent sur la scène politique par les concours de circonstances. Ça peut arriver dans la vie, ce n'est pas à condamner. Et puis il y en a qui se sont préparés. Je fais partie de la seconde catégorie. Je me suis préparé et je suis prêt à diriger la Côte d'Ivoire. À tout moment, je suis prêt. Voilà. Mais je ne centre pas tout sur ma personne. C'est une question d'équipe. Qui est le mieux placé pour faire prévaloir nos idées, notre idéal? C'est à cela que nous travaillons. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je souhaite que ce soit moi, en tout cas. Mais si ce n'est pas moi, je ne brûlerai pas la Côte d'Ivoire. Je ferai en sorte de trouver peut-être moi mon Diomaye Faye. Et puis ça ira. En tout cas, notre jeunesse est prête, notre génération est prête. Nous nous organisons, je vous le dis, nous nous organisons. Et les choses ne se passeront plus sans nous. Moi, président, je vais gouverner par l'essentiel et les priorités. Je vais supprimer les institutions inutiles. Quelles sont ces institutions dont vous pensez qu'elles seraient inutiles? Ce sont d'abord des réformes que je vais apporter. Ce n'est pas moi. C'est Maslow qui a hiérarchisé les besoins des populations. Il y en a des primaires, il y en a des secondaires. Les primaires, se loger, manger. Nous sommes encore à ce stade. C'est comme vous prenez un enfant, vous lui présentez un smartphone dernière génération, et vous mettez à gauche les biberons. Il va enlever les biberons. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, en ce moment où je vous parle, a d'autres problèmes qu'un problème de Sénat. Le Sénat est important, mais il n'est pas utile en ce moment. Il n'est pas une priorité pour nous. On peut s'en passer. Or, le Sénat coûte 11 milliards de nos francs à la Côte d'Ivoire. Le grand médiateur, il est important certes, mais il n'est pas en ce moment une priorité pour la Côte d'Ivoire. Pour un pays comme le nôtre, il coûte 6 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Le haut représentant du chef de l'État, il est peut-être important, mais il n'est pas une priorité pour la Côte d'Ivoire. Il coûte 2 milliards, ça fait 19 milliards, que nous pouvons économiser. Vous voyez, M. Darassouba, nous avons des députés, nous avons des maires, nous avons des présidents des régions qui sont élus.
Et puis à côté, nous avons des ministres-gouverneurs. Ça peut faire quoi? Tout ce qu'on investit en eux peut servir à autre chose. La santé, l'éducation. C'est ce que j'appelle diriger par les priorités et l'essentiel. C'est comme ça que j'ai baptisé mon projet. Et puis le cumul des postes. C'est de la Souba. Le monsieur, il est député, il est maire, il est président des régions, il est ministre. Vous ne trouvez pas que c'est trop? Il faut essayer de diversifier le personnel politique et puis faire économiser la Côte d'Ivoire. Il faut pas tout centrer sur soi. Quand vous êtes ministre, que vous avez une influence dans la région, vous pouvez aider, vous pouvez supporter, vous pouvez soutenir. Voilà les idées novatrices avec lesquelles nous venons. C'est ce que j'ai appelé diriger par l'essentiel. La santé en Côte d'Ivoire, elle est importante. On est tous d'accord? Aujourd'hui, nous avons près de 9 millions de nos concitoyens qui vivent loin des centres de santé, ce qui est contraire aux recommandations de l'OMS. Il y a 9 millions. Or, un centre de santé coûte environ 150 millions. Ça fait 27 milliards par an. 180 centres de santé que je peux construire. Ce qui nous revient à 136 milliards par an. Vous allez me demander, mais où prenez cet argent où? C'est la question. Je n'irai même pas chercher ailleurs. Gouverner par l'essentiel. Le budget de souveraineté du chef de l'État, c'est 342 milliards. J'enlève les 180 milliards, c'est terminé. À partir de là, vous voyez qu'en 5 ans de gouvernance, vous ne trouverez plus un seul Ivoirien qui habite à plus de 5 km d'un centre de santé. Deuxièmement, vous allez voir, M. de la Souba, il faut bonir à construire la PISAM. Avant, les gens qui étaient ailleurs pour venir se soigner ici. Aujourd'hui, tous ces fonds qu'on utilise pour l'évacuation peuvent être utilisés autrement. On peut construire dans notre pays un centre de santé spécialisé qui des références internationales. Nous en avons les médecins. Nous pouvons faire appel au partenariat public-privé pour pouvoir construire ces centres-là. La Côte d'Ivoire est un pays de référence. Vous avez l'impression que ça ne se fait pas en ce moment? Bon, peut-être que vous voyez, moi je n'ai pas encore vu. C'est à vous que je pose la question. Mais non, il dit peut-être que si je le propose, c'est parce que ça n'existait pas. Si je le propose aujourd'hui, dès qu'un ministre est malade, on l'évacue. Ailleurs, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, président... Et vous, quand vous êtes malade? Moi, président, oui. Aucun ministre n'ira se soigner ailleurs. On va se soigner ici, nous tous. Actuellement, à l'état actuel, quand vous êtes malade, vous vous soignez ici, Charles Blé Goudé? Dieu fait grâce que je ne suis pas encore tombé malade. Heureusement. Donc, quand je tombe malade, j'ai même recours à mes plantes au village à Kogorbré. D'accord, très bien. Alors, sur la question de la réconciliation nationale, vous avez dit, vous, et vous le répétez à qui veut l'entendre, vous avez fait le tour de la Côte d'Ivoire. Que vous disent les Ivoiriens ce soir? Vous pensez que les Ivoiriens sont réconciliés? C'est une question à laquelle les hommes politiques répondent en fonction de soit leurs intérêts, soit leur positionnement. Moi pas. Vous, Charles Blé Goudé, est-ce que vous avez l'impression que les cicatrices des différentes crises successives qu'on a connues sont en train de se refermer? Il y a un silence trompeur. Je viens de Bangolo, je viens de Guitrozon. Ça vous parle d'être Ivoirien? Je viens de Bangolo, je viens de Diokoué. J'ai vu des veuves qui, lorsqu'elles m'ont vu, ont éclaté en pleurs. Nos concitoyens ont besoin qu'on les écoute, qu'on leur permette d'évacuer. Ils n'ont pas encore évacué. Ils sont prêts à pardonner, je peux vous le dire. Parce que moi, j'ai rencontré des gens de différentes ethnies ensemble. Seulement, les gens se sentent oubliés par les hommes politiques. Et je suis content d'être cette oreille-là qui allait vers ces personnes-là. Je suis content d'être cette épaule-là que j'ai tendue. C'est ça que je veux. Il y a une dame qui m'a parlé, une étudiante, une ancienne étudiante, qui était étudiante quand son père est décédé. Elle est repartie au village, elle a essayé de reprendre les plantations en main, et puis, malheureusement après, son père est décédé. Son mari aussi a été tué. Elle me parlait en pleurs. Je l'ai écoutée pendant 45 minutes dans une maison à Bangolo. Madame Gueye, elle s'appelle. Mais après, elle était soulagée. Voilà ce que j'ai fait quand je tourne. Moi, je ne crois pas que les Ivoiriens soient aujourd'hui prêts encore à s'entretuer. Ça, c'est hors de question. Seulement, il faut mettre en place des mécanismes de réparation pour leur santé mentale, pour leur paix intérieure. Cela est très important. Pour moi, chaque Ivoirien devait avoir droit à un psychologue en principe. Mais nous pouvons servir des psychologues en allant les écouter. Je peux vous rassurer que les Ivoiriens veulent aller à la paix. Ils ne veulent plus attendre parler des crises. Ils n'en veulent plus. Ils veulent une élection inclusive, ils veulent une élection paisible, ils n'ont plus envie. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il avait pris un calepin qui était à côté de lui, il m'a dit, je n'ai plus envie de prendre mon baluchon pour encore aller vers le Libéria. Je veux rester dans mon pays en paix. Voilà ce qu'on me dit. Quelle devrait être la responsabilité de vous, acteurs politiques, quand on sait que dans ce pays, par moments,
à travers les joutes verbales, les hommes politiques ont pu dépasser des limites, souvent de fois même manipulés selon le camp dans lequel on était. Quelle est votre responsabilité, vous et les autres? Moi, j'ai pris conscience de ma responsabilité. Je ne parle pas de ma culpabilité. Ma culpabilité a été située à la CPI, je n'en reviens plus. Mais au niveau de ma responsabilité, je suis un acteur politique. C'est pourquoi je prends mon temps pour aller vers les Ivoiriens. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que certains acteurs politiques jouent par exemple sur les fibres ethniques, religieuses, et cela est dangereux pour la paix sociale et la cohésion? Je parle d'abord de moi, je suis donc allé vers les Ivoiriens, et vous me voyez, vous tous, je tourne depuis que je suis venu, parce que je veux situer cette responsabilité. Je veux me faire pardonner, pas parce que j'ai posé des actes. Quand on demande pardon, ce n'est pas forcément parce qu'on a tort. C'est parce qu'on estime que le résultat que le pardon va produire est plus important que notre ego. Débarrassons-nous de notre ego. Winnie Mandela a demandé pardon, et pourtant il était victime. Nelson Mandela n'a mis personne en prison, et pourtant il était victime, mais parce qu'il voulait rassembler son peuple. C'est sur ce chemin-là que moi je suis. Sur votre plateau, ce que moi je peux demander aux hommes politiques qui viennent ici, que vous recevez souvent, évitons cette balle de ping-pong qui nous ramène toujours en 2010, comme si les gens n'avaient plus rien à proposer. Il faut donner de l'espoir aux Ivoiriens. Il faut rassurer ceux qui ont peur. Il ne faut pas se baser sur ces fibres-là. Ça fait peur. Il faut aller vers les Ivoiriens avec une offre politique. Il faut aller vers eux avec des réponses à leur quotidien. C'est de cela qu'on a besoin aujourd'hui, pour ne pas que 2025 fasse peur. Il faut dédramatiser la politique, M. Delassouba. Il ne faut plus que la politique fasse peur. En tout cas, moi, c'est à cela que je m'emploie. En 2025, il y a cette fameuse élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies en ce moment pour que les choses se passent dans les meilleures conditions, pour qu'on ait un processus électoral de bout en bout qui se passe sans violence aucune? Non. Allez-y, développez. D'abord, la commission électorale elle-même. Moi, je voulais demander au président de la commission électorale, quand on pose des problèmes, pour nous donner des réponses, il faut qu'il soit moins condescendant. Il n'est pas là, on va faire son procès ici. Oui, non, vous m'avez demandé. Oui, bien sûr, mais comme il n'est pas là, nous allons non. Donc, organiser un débat entre lui et moi. Oui, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, mais vous m'avez demandé ce qui ne va pas. Oui, bien sûr, mais bon, non, quand... Déjà, l'organe qui organise les élections, quand on pose des problèmes, quand il vient nous répondre, il nous regarde, il nous prend de haut. C'est pour nous qu'il travaille. On va lui passer le message et peut-être organiser un débat. C'est pour nous que la CEI travaille. C'est pour nous que la CEI... La CEI n'est pas en dehors de l'opposition, ni en dehors du parti au pouvoir. La CEI travaille pour les Ivoiriens. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour les payer, pour nous apporter de la paix. Parce que dans ce pays, l'élection tue. Alors, quand on pose un tel problème de découpage électoral, par exemple, que nous pensons doit répondre à des critères objectifs. Soit c'est la population, soit c'est la géographie. Quel est le système de la Côte d'Ivoire? On ne le connaît pas. On ne peut pas faire un découpage électoral à la tête du client, selon le parti qui est au pouvoir. Il faut qu'on s'asseye, qu'on détermine ces conditions. Deuxièmement, aujourd'hui, moi, je suis exclu de l'élection parce que je suis condamné. Le président Gbagbo est exclu. Guillaume Soro est exclu. Bien d'autres sont exclus. Moi, je pense qu'il faut faire en sorte qu'on apaise la situation pour ne pas que 2025 ressemble à 2020. Quand vous dites apaiser la situation, par exemple, il faut des assises. Moi, j'appelle à des assises. Entre le chef de l'État, d'abord, et puis les chefs des partis politiques, pour poser les problèmes, même ceux qui fâchent. On aura l'avantage d'en parler au moins maintenant, de sorte à pouvoir les hiérarchiser, résoudre ce qu'on peut résoudre avant 2025, et puis de sourire aux lèvres, on va aux élections. Celui que les Ivoiriens auront choisi va les diriger. Mais il faut éviter, parce que moi j'ai suivi les débats ces derniers temps, ça ne rassure pas du tout. Ça ne rassure pas. Vous allez toujours dire, non, vous, en 2010, vous avez fait ceci, les autres, mais vous avez fait cela. Il faut qu'on soit responsable. Ce peuple-là attend beaucoup de nous. Offrons un débat de qualité aux Ivoiriens, et puis rassurons-le que 2025, ce n'est pas 2020, ce n'est pas 2011. Alors, à cette rentrée politique du COJEP, vous aviez beaucoup de partenaires qui y étaient. On se dit, dans la mémoire de certains sympathisants de gauche, que Charles Bleu Goudet peut incarner l'union de la gauche qui a été émiettée ces dernières années pour bien de diverses raisons. Est-ce que vos partenaires de gauche auxquels vous vous attendiez à cette rentrée politique étaient présents? Avant ça, je voulais encore parler de la CEI. Excusez-moi. Allez-y. C'est très important. Allez-y. Moi, je souhaite que les partis politiques sortent de la CEI. C'est eux qui sont en compétition. C'est nous qui sommes en compétition. Nous n'avons rien à faire à la CEI. Il faut donner la CEI à quelqu'un qui est un technicien, qui n'est issu d'aucun parti politique.
Cela me semble important. Je ne sais pas pourquoi les gens ferment les yeux sur cette réalité. Des gens sont en compétition. Vous leur demandez de se réunir pour gagner une élection qui va les départir. Mais ça n'a aucun sens. Ils peuvent être là avec un regard d'observateur. Parlant de la gauche, je pense que les choses vont venir à point nommé. Il ne faut pas forcer les choses. Nous avons invité tout le monde. Ceux qui avaient le temps sont venus. Et nous n'avons pas invité que la gauche. Le PDCRDA était là. Le gouverneur de Yamoussoukro était là. Moi, je ne raisonne plus en Côte d'Ivoire en termes de gauche-droite. Monsieur Delassouba, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je veux briser les frontières politiques et idéologiques. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc, vous parlez d'union de la gauche. Moi, je ne peux pas incarner la gauche. Pourquoi? La gauche a un leader en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Il est là. C'est sa responsabilité d'unir la gauche. Ce n'est pas la mienne. Voilà, c'est très clair. Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être là. Et moi, je vais me poser en leader de la gauche. Ce serait moi-même ne pas connaître ma place, quelle que soit la longueur des oreilles, et ne dépasser jamais la tête. Voilà. Donc, c'est pas comme ça que moi je raisonne. J'appartiens à une génération, d'accord, qui veut venir aux affaires. C'est au Sénégal, c'est partout. J'appartiens à une génération qui a cartographié les besoins des Ivoiriens, qui aujourd'hui veulent apporter des solutions. Et c'est comme ça que nous raisonnons. Ce n'est plus l'idéologie qui dirige aujourd'hui le monde. Non, ce n'est pas l'idéologie qui dirige le monde. Donc les gens peuvent essayer de rester dans la nostalgie, mais le monde évolue, le monde est dynamique. C'est celui qui peut aujourd'hui apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens, qui peut aujourd'hui pleurer avec eux quand les factures d'électricité sont en train d'augmenter à une vitesse vertigineuse. Quelqu'un qui payait 40 000 francs en un mois, il paye 120 000, ça double. Qui peut venir parler pour eux? C'est celui-là qu'ils attendent. Et c'est celui-là que moi je veux être. Je ne veux pas être un chef de camp. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Sur la question, par exemple, de l'électricité qui fait grand bruit en ce moment, parce que les factures, pour la plupart, ont flambé, est-ce que le COJEP a mené la réflexion pour en sortir des propositions? C'est vrai que vous n'en avez pas parlé directement dans votre rentrée politique. Si. On ne l'a pas perçu, peut-être, de notre côté. Mais en tout cas, ce soir, vous êtes à Sans-Réserve, ça tombe bien, c'est l'occasion d'en parler. Notre proposition est simple. D'abord, ceux qui nous dirigent, c'est leur responsabilité de nous expliquer les choses simplement, quand ça ne va pas. Quelqu'un qui a les yeux pleins de larmes ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Donc, il faut l'écouter. Il faut éviter de venir dire au Cameroun, c'est comme ci, au Burkina, c'est comme cela. Ça, c'est au Cameroun ou au Burkina. Nous sommes des Ivoiriens. Nous, on vit selon nos réalités. Donc, il faut essayer de nous apaiser et nous expliquer les choses. On ne peut pas nous dire simplement, c'est parce qu'il fait chaud que ça a augmenté. Moi, j'ai payé ma facture d'électricité en janvier, en février, en mars, où il faisait beaucoup chaud. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas en mai que la chaleur a commencé en Côte d'Ivoire. Cela dit, il faut faire des propositions. Il faut libéraliser ce secteur. Il faut casser le monopole. Quand j'étais étudiant, pour la téléphonie mobile, je ne vais pas faire de publicité, mais vous savez, il y avait une seule maison de téléphonie. On payait 1000 francs pour la minute. Même quand tu appelles, que celui que tu appelles est sur répondeur, tu payes 500 francs. Aujourd'hui, ça coûte moins cher parce qu'il y a beaucoup de maisons de téléphonie mobile. Il faut casser le monopole de la je ne sais plus, c'est CEI ou CIE. C'est la maison. Nous créons les deux les mêmes problèmes. Donc, je ne sais plus c'est qui. Mais en tout cas, il faut casser ce monopole. Dans la distribution de l'eau, dans la distribution de l'électricité, il faut essayer. Le chef de l'État lui-même l'avait dit il y a quelques années. Il faut maintenant passer à l'acte. Vous verrez que des propositions seront faites et puis les produits seront appréciés par les Ivoiriens. Chacun ira s'abonner là où il peut. Ensuite, il faut maintenant une solution durable. C'est en ce moment que nous allons essayer de migrer vers des solutions d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolienne et autres. Moi, je pense que ces solutions-là peuvent être proposées. Nous avons des techniciens, nous avons des ingénieurs, il faut les mettre à contribution. Ils vont à l'école. Il faut bien construire des grandes écoles ici. Il faut qu'ils nous servent. Voilà. Alors, à la faveur de cette rentrée politique, vous avez également parlé de l'éducation en Côte d'Ivoire. Vous avez donné pas mal de propositions, notamment sur les manuels scolaires et tout le reste. Quand on a été secrétaire général de la FESI, une organisation que beaucoup identifient comme celle qui a dévalorisé, entre guillemets, l'école ivoirienne, est-ce que le message peut paraître crédible? Monsieur Delassouba. Monsieur Charles Blé Goudé. La FESI n'est pas responsable de l'éducation des Ivoiriens. On est d'accord. La FESI se battait au contraire pour que soient améliorées les conditions de vie et d'études des Ivoiriens, des étudiants. Mais il y a eu quand même quelques travers. Oui, mais quand quelqu'un pose un problème, que vous passez votre temps à le mettre en prison, M. Delassouba, avant même que moi, je puisse
aujourd'hui être devant vous. J'ai été emprisonné au moins 10 fois. Est-ce que c'était utile? Il y a des grèves en France, aux États-Unis. Peut-être que vous n'étiez pas tendre aussi, Charles Blé Goudé. Sait-on jamais? C'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que la FESI pose des problèmes pour que la tutelle puisse trouver des solutions. Aujourd'hui, comment je fais à l'université, là où il y avait la gare des bus avant, aujourd'hui, c'est des amphithéâtres. C'est ce qu'on demandait. Voilà. Maintenant, ça, c'est mon passé. Parlons du présent. Parlons espoir. Je dis qu'aujourd'hui, il faut mettre fin au renouvellement des manuels scolaires chaque année. M. Delassouba, quand on était élève, quand vous allez en 5e, votre petit frère ou votre cousin qui vous suit, il récupère les manuels scolaires de 6e, ainsi de suite dans la chaîne. Pourquoi? Alors que nos parents ont des problèmes, alors que chaque année est un casse-tête pour les parents d'élèves, on veut encore venir les charger avec cette histoire de renouvellement de manuels scolaires. Le jour où moi je serai au pouvoir, je vais supprimer en tout cas ce renouvellement-là. Deuxièmement, les étudiants sortent de l'école. C'est vrai avec des diplômes, mais pas avec des qualifications. Mais parce qu'ils ne se frottent pas pendant qu'ils étudient au monde du travail. Les circonstances de la vie, malheureusement, m'ont amené en Hollande. Vous savez que là-bas, même en 5e, à partir de la classe de 5e, il y a ce qu'on appelle les stages d'immersion. Ce qui permet déjà aux élèves, à partir des 5e, de se frotter au monde du travail, pour maîtriser les réalités. Ici, on peut le faire. C'est ce que je veux dire. Au niveau, toujours, de l'éducation, il faut éviter que notre école forme des chômeurs. Il faut un forum. Chaque année, nous allons organiser un forum pour l'emploi qui va réunir les étudiants, les chefs d'entreprise, les grandes écoles, les universités, et puis la tutelle. Les meilleurs seront embauchés. Au moins, nos élèves ou nos étudiants auront un modèle de réussite. Cela, nous le proposons. Quelles seraient les solutions de Charles Blé Goudé et du COJEP pour réduire, par exemple, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire? Il y a ce que nous avons. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un réel potentiel. Nous avons dit, et ce n'est pas moi, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il faut d'abord essayer de valoriser ce que nous avons et ce qui est accessible. Il faut une politique agricole. Il faut valoriser cet emploi-là, la professionnaliser. Et vous allez voir que le secteur agricole peut créer beaucoup d'emplois. D'abord, le travail de la terre. Ensuite, dans la transformation industrielle, vous aurez beaucoup d'emplois directs et indirects. D'abord cela. Deuxièmement, c'est l'éducation et la formation qui changent un pays. C'est par l'éducation et la formation que l'Inde est là où l'Inde est aujourd'hui. Le Brésil de même. Il faut d'abord qu'on s'asseye pour savoir, on forme pourquoi? On forme pour pouvoir résoudre des problèmes de notre société. Donc, reformer le système éducatif pour pouvoir former en fonction des besoins. De sorte que ceux qui sortent iront là où l'emploi les attend. Nous pensons que si nous agissons ici, on peut réduire la pauvreté. Très bien. Alors, la prochaine présidentielle, on y revient. Vous parlez souvent dans vos analyses et dans vos discours de renouvellement générationnel. Le RHDP a annoncé la candidature, enfin, quelques cadres du RHDP souhaitent que le président Ouattara soit le candidat. Au PPACI, il y a eu une convention le week-end dernier où le parti a choisi le président Laurent Gbagbo comme son candidat. Est-ce qu'encore une fois, ce soir, sans réserve, face à tous les Ivoiriens qui vous suivent, vous voulez lancer un appel à ces aînés pour qu'ils se retirent ou vous vous dites, on va à une présidentielle, que tout le monde soit candidat et puis, bon, le meilleur l'emportera? Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce n'est pas à moi de jouer le procureur des autres partis politiques. Le RHDP, s'il estime que c'est le président Alassane Ouattara qui va porter donc leur couleur, on interroge la Constitution de la Côte d'Ivoire. Que dit la loi? Ensuite, si le PPACI estime que c'est le président Laurent Gbagbo qui va porter leur couleur, libre à eux. Moi, je suis président du Congrès panafricain de la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Il a souhaité que je sois candidat. Nous sommes en train de travailler. Et cela ne me dérange pas du tout. Moi, je m'organise. J'ai vu des gens ici, au stade de Bimpe, on était là-bas ensemble d'ailleurs, qui lors de la CAN? Oui, lors de la CAN. Oui, Kessié, il est trop vieux. Mais bon, à la fin, j'ai vu les gens soulever Kessié. Mais il y en a aussi qui trouvaient que Adengra était trop jeune. Finalement, c'est la star. Vous voyez, je peux être le Adengra de la politique ivoirienne. Très bien, on verra ça dans les prochains mois. Charles Blé Goudé avec le RHDP, dernièrement, il y a eu quelques atomes crochus.
Cissé Bakongo est sorti, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a évoqué votre nom. Visiblement, vous n'avez pas apprécié cela. Le lendemain, vous avez réagi et ensuite, les choses se sont apaisées plus tard. C'était quoi, une incompréhension? Avec du recul, vous vous dites que vous avez trop vite réagi à ce qu'il avait dit? Non, je n'ai pas trop vite réagi. Celui qui s'amuse à pouvoir bafouer ma dignité, je lui réponds. Est-ce qu'il avait bafoué votre dignité? Oui, j'écoute la salle, ça riait dans la salle. Ça riait dans la salle, oui, Blé Goudé avec nous, Matem, il est à nous, au sens figuré, au sens propre, ça avait un sens, même M. Delassouba, c'est derrière nous. D'accord? Ça peut arriver en politique. Hein, c'est genre de petits coups. Heureusement que le feu est éteint. Voilà, c'est un aîné, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Tout le monde sait que je suis président du COGEP, je ne suis pas RHDP. Bien que je n'ai rien contre eux, mais c'est ce que je suis. Je veux juste qu'on respecte mon droit à la différence, c'est tout. On s'est parlé, le ministre de Bakongo n'est pas un ennemi à moi, c'est un acteur de la politique ivoirienne. Ce petit moment a eu lieu, ça a duré 72 heures. C'est passé, c'est derrière nous, on passe à autre chose. On ne va pas passer notre temps encore à remuer ça. Je veux aujourd'hui qu'on offre un débat de qualité aux Ivoiriens. Moi, il y a eu beaucoup d'accusations contre moi dans ce pays, M. Delassouba. Avant que la crise ne m'amène à La Haye, on m'a traité de quelqu'un qui avait des immeubles ici. Où sont les immeubles? Je suis de retour. C'est à vous de nous répondre. Non, moi, je n'étais pas là. Est-ce qu'ils ont existé, Voilà, ils n'ont jamais existé. Blé Goudé avait des stations d'essence. Où sont les stations d'essence? Ce n'est pas la glace qui va fondre, non? Blé Goudé avait des comptes en banque de milliards. Je n'étais pas là pendant 12 ans. On peut vous rétorquer qu'avant de partir, vous aurez pu les liquider, les vendre. Non. Vous liquidez, vous vendez quand vous avez le temps. Mais quand une crise vous a surpris, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Aussi. Ah non. Et la CPI a fait toutes les enquêtes. À la CPI, quand vous arrivez, on fait les enquêtes. Le Premier ministre adjoint au Congo, Jean-Pierre Bemba, on était ensemble à La Haye. Ce n'était pas la CPI qui payait ses avocats. C'était lui-même. Pourquoi? Parce que la CPI avait fait une enquête qui prouvait qu'il avait assez de moyens pour pouvoir s'occuper de ses avocats. Moi, j'ai été déclaré indigent. J'ai été déclaré indigent après les enquêtes. J'ai même été félicité par l'ONU qui a levé mes sanctions qui pesaient contre moi. Devant la CPI, je suis resté droit dans mes bottes, accroché à mes convictions, face à des juges dont dépendait le reste de ma vie. Je n'ai pas renoncé à mes convictions. Ce n'est pas maintenant où je suis en Côte d'Ivoire qu'on va m'accuser de tout et de rien. Mais bon, écoutez, on ne peut pas lapider un arbre qui ne produit pas de bons fruits. Donc, je suis très serein et droit dans mes bottes. Ce qui s'est passé entre l'aîné, j'ai dit l'aîné parce que je suis africain. Cissé Bakongo est mon aîné. Je n'ai pas le droit de lui manquer de respect parce que je ne veux pas demain qu'un petit frère me manque de respect. Ça, cet épisode-là, c'est clos, on passe à autre chose. Charles Blé Goudé a vraiment changé. Charles Blé Goudé qui, dans les années 2000, ne manquait pas de rentrer dans les brancards de ses aînés. Aujourd'hui, qui dit non, c'est un aîné, je ne veux pas avoir de problème avec lui. Charles Blé Goudé a vraiment changé de ce point de vue. Moi, je suis fier. Ou bien c'est un costume qu'on porte juste pour appâter les sympathisants et les militants. C'est une question que beaucoup d'Ivoiriens se posent. Non, moi, je vais vous répondre. Je vais vous prendre un exemple vous-même. Ah ouais? Ah oui, c'est pas de moi qu'il s'agit, Charles Blé Goudé. C'est de moi, vous. je suis fier de me retrouver devant M. Delassouba, journaliste émérite aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous regardez dans le rétroviseur en 2000, en 2005, en 2006, quand vous étiez à vos débuts? Aujourd'hui, vous avez des réflexes que vous avez acquis. Aujourd'hui, vous êtes parmi les meilleurs journalistes de la Côte d'Ivoire. Mais parce que vous avez fait du chemin. Et il y a des choses que vous ne faites plus. Même, vous avez des réflexes, il y a des petites fautes que vous ne faites plus. C'est comme ça. Charles Blé Goudé est un humain comme tout le monde. Il y a une évolution dans la vie de l'être humain. À 8 ans, à 6 ans, on peut se promener nu dans le quartier, ça ne choque personne. Quand à 18 ans vous le faites, il y a un problème. Et c'est exactement ce que je suis. J'ai fait du parcours. J'ai eu le temps d'analyser ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire. On ne fait pas à 52 ans ce qu'on faisait à 18 ans. Ce n'est pas possible. Nelson Mandela est rentré en prison. Il disait, on ne négocie pas avec un prisonnier. C'est le même Nelson Mandela qui est passé par un garde de la prison pour dire qu'il voulait voir le chef du centre de détention. On l'amène là-bas. Il dit qu'il veut voir le ministre de la Justice. On l'amène là-bas. Il dit qu'il veut voir le chef de l'État, Peter Botha, en son temps. On lui porte des habits de prison. On l'amène donc dans le sud de l'Afrique du Sud. Et puis, le voici face à Peter Botha. Je vais négocier. Le gars lui demande, mais vous n'avez pas dit qu'on ne négociait pas avec un prisonnier? Il dit ça, c'était avant. Les intérêts de l'Afrique du Sud sont en jeu. M. Delassouba,
Voilà, moi j'ai étudié Mandela, j'ai vu sa trajectoire. Et la Côte d'Ivoire a vécu à peu près les mêmes problèmes. Je veux aujourd'hui être du côté de la solution, non du côté du problème. Charles Blé Goudé, vous êtes à la tête d'un parti panafricain. Sur la question du panafricanisme, les définitions, les perceptions et les conceptions varient d'un intellectuel à un autre. Quel genre de panafricain vous êtes-vous? Moi, je voulais dire que le panafricanisme a un père, c'est Kwame Nkrumah. Tout à fait. Voilà, il a parlé d'une monnaie unique, il a parlé d'une armée unique, il a posé les 5 principes du panafricanisme. Je suis d'un panafricanisme qui n'est pas un panafricanisme de rejet. On peut être africain sans rejeter les autres. Je pense aujourd'hui que ce qu'il faut faire, c'est de considérer l'Afrique comme un vaste marché qu'il faut pourvoir, qu'il faut valoriser. Le savez-vous, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants, soit le double de l'Europe. Mais est-ce que nous prenons conscience de ce que nous avons? Aujourd'hui, il faut faire tomber ces frontières-là. Il nous faut des règles communes pour ce marché commun. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous servir des faiblesses de la France pour pouvoir faire gagner l'Allemagne. C'est comme ça que l'Afrique doit se comporter. Moi, président, un jour, je vais supprimer tous les visas pour qu'on puisse circuler en Afrique comme on circule aujourd'hui dans l'Union européenne. Quand je quitte la France pour aller en Belgique, c'est juste une pancarte qui me dit que je suis en Belgique. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières douanières. C'est cela que moi, aujourd'hui, je veux promouvoir en Afrique. Voilà ce que je vais vous dire en ce qui concerne l'Afrique. Avant de vous laisser répondre aux questions de nos internautes, Charles Blé Goudé, c'est une question que vous éludez souvent, mais elle intéresse beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis entre vous et votre mentor, votre père, le président Laurent Gbagbo? Non. Et c'est bien dommage. Vous continuez des démarches dans ce sens? Je ne vais pas continuer de répondre à cette question parce que sur ce même plateau, bien sûr, je vous ai déjà prié de ne pas me poser cette question parce que je pense que c'est des questions sur lesquelles je ne vais pas revenir. Chaque fois que j'en parle, il y a beaucoup d'émotions. Donc je préfère vous demander de... Oui, d'accord, on ne va pas en parler, mais il n'y a pas quand même des signes d'espoir que les choses se remettent en place? J'attends les questions des internautes. Très bien, et ce sera juste après ceci. Alors, la première question d'internaute nous vient de Jean Kwame. Que pensez-vous des pays de l'AES dirigés par des putschistes? Bon, moi, je ne veux pas agresser les dirigeants des autres pays. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ils sont à la tête de leurs États, et donc ils dirigent leur pays, ils étaient dit apporter des solutions, et ils méritent notre respect. On peut ne pas être d'accord avec leurs idées, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont ils sont venus au pouvoir. Moi-même, je suis contre les armes, voilà, mais ce sont des dirigeants des pays voisins, des pays amis, des pays africains. Est-ce que je suis d'accord avec l'AES? Ce sont des idées. Il faut éviter de donner l'opportunité à des personnes ou à des groupes de personnes de bafouer les organisations qui existent déjà. Dans mon discours à Yamoussoukro, je l'ai dit, nos organisations sous-régionales ont donné presque dos aux raisons qui ont fondé leur existence. Aujourd'hui, la CEDEAO, j'ai dit, M. Derassouba, moi je pars d'Abidjan, je vais à Accra. À la frontière, là, je dois payer dans un seau. C'est pourquoi. Moi, je vais au Togo, en route, on doit me demander mes papiers. C'est pourquoi. C'est la libre circulation des biens et des personnes. C'est où nos organisations sous-régionales se comportent comme des syndicats des chefs d'État. C'est ce qui occasionne la naissance de l'AES. C'est l'esprit que moi je prends. Moi, je prends l'AES comme une volonté de ces jeunes générations de demander la refonte des organisations qui existent déjà, leur réforme. Voilà mon avis là-dessus. Très bien. Prochaine question. La prochaine question avec le concours de la réalisation Dro Emmanuel. Est-il possible que Charles Blé Goudé et le COJEP coalisent éventuellement avec le RHDP? J'entends pour la présidentielle à venir. En politique, on ne dit jamais jamais. La question, ce n'est pas une coalition juste parce qu'on a envie d'avoir un poste de ministre. Quel est le projet que nous partageons? Quelle est la vision que nous partageons? Il faut essayer de passer au peigne fin les différents projets de société. Le RHDP, c'est les libéraux. Moi, je suis socialiste. Alors, est-ce que ça peut matcher? On discute.
S'il y a des discussions, on les mène sur la base des projets. Parce qu'in fine, c'est qu'est-ce que nous apportons comme réponse aux problèmes des Ivoiriens. Ce n'est pas une question de personne. Voilà la réponse que je voulais lui donner. Très bien. La prochaine question, au pas de course. La prochaine est signée Khalidou Hassan. Où est passé le Charles Blé Goudé de la galaxie patriotique? Est-ce qu'il est devenu une poule mouillée? Excusez-moi, je n'aurais pas employé cette expression, mais bon, c'est une question d'internaute. Non, son expression n'engage que lui. Je respecte sa position. Il doit toujours savoir que la vie, elle est dynamique. La vie, elle est dynamique. Moi, j'ai vu le président Ouattara dans des joutes verbales dans les années 95-96. Ce n'est pas le même Alassane Ouattara que je vois aujourd'hui. C'est son excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui doit apaiser que je vois. J'ai vu le président Gbagbo avec une serviette au cou. Son premier meeting à Beauville, je l'ai vu, très fougueux. Ce n'est pas le même président Gbagbo que je vois aujourd'hui. Vous voyez, la vie évolue. Tout est dynamique. Oui, le Charles Blé Goudé de la galaxie patriotique qui cherche, il ne va plus jamais le retrouver. Il peut aller fouiller dans les annales, il est dedans. Le Charles Blé Goudé qui est devant vous aujourd'hui, c'est un homme qui parle d'espoir, qui parle d'avenir. C'est celui qui est là. Prochaine question. Alors, Eline Kiesou, quel est le niveau d'implantation du COGEP? Nous sommes sur l'étendue du territoire national. Je viens d'arriver. Je le répète encore, à 90%, et même plus, la plupart des partis politiques reposent sur le charisme de leur leader. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Mes camarades étaient orphelins, ils ont gardé donc, le parti, je suis arrivé. Vous l'avez vu la dernière fois, on s'est retrouvés à Yamoussoukro. Ça, ce ne sont pas nos militants, ce sont nos responsables qui sont venus de partout. Et donc, je continue l'implantation du COGEP. Je ne vais pas dire sur ce plateau ce qui se passe, mais en tout cas, nous sommes un parti qui est implanté au niveau national. Vous avez des chiffres en termes d'estimation de militants ou pas du tout? On ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Je préfère laisser les gens... D'accord, très bien. C'est une stratégie politique. Je préfère laisser les gens me minimiser et je vais les surprendre. D'accord, très bien. La prochaine question est de Marie-Joëlle Kouakou. Vous n'avez jamais été chef de service dans une administration. Comment pensez-vous être un président de la République? Voilà. Je lui dis merci de me poser cette question aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'il n'a jamais travaillé. Parce que pour eux, travailler, c'est travailler dans l'administration publique. Elle ne connaît rien de ma vie. J'étais DG d'une société de communication. Directeur général? Oui, j'étais directeur général de Leaders Team Associated. Je n'ai jamais voulu faire, je vais à l'honneur. Moi, Charles Blé Goudé. Je suis allé à l'école. Donc vous avez été entrepreneur? Je suis allé à l'école. J'ai obtenu un 2SS en communication politique. Et puis, j'ai mis en place mon cabinet de consultance politique, qui est Leaders Team Associated. J'employais plus de 20 employés. Je payais des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Elle peut le vérifier aux impôts de Côte d'Ivoire. Oui, j'étais directeur général parce que moi-même, parce que les gens, ils veulent toujours aller faire j'ai l'honneur. Non, Facebook que vous utilisez aujourd'hui, là, celui qui l'a créé, est-ce que vous allez dire qu'il n'a pas travaillé? Il a utilisé sa tête pour créer. Oui, moi aussi, j'ai utilisé mes compétences pour créer mon entreprise qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui parce que j'étais en prison, mais je suis en train de me réorganiser. Oui, j'ai travaillé. Je n'ai pas été chef de service. J'ai eu des chefs de service que j'ai employés. Je n'ai pas été chef de département. J'ai eu des chefs de département qui travaillaient, moi, sous mon autorité. Parce que j'étais directeur général. Donc, qu'elle mette son carnet à jour, elle a raison, je n'ai pas été chef de service. J'ai été directeur général, donc je n'ai pas été chef d'État. Très bien. La prochaine question. Salif Diallo, vous avez dit que votre candidature dépendra de celle du président Laurent Gbagbo. Cette assertion est-elle toujours valable? Nous sommes en 2024. On parle d'élection de 2025. C'est cela. Le PPACI s'est réuni, a choisi son candidat. Le PDCI ne l'a pas fait encore. Le RHDP ne l'a pas fait encore. Il ne faut pas se précipiter. Voilà. Laissons les choses venir et on verra. Très bien. Au pas de course, l'avant-dernière question d'internaute, cette fois-ci, est de Romain Kofi. C'est la dernière. Pourquoi avoir choisi Yamoussoukro pour la Convention? Parce que je pense que quand on sort de guerre, la denrée rare dont on a besoin, c'est la paix. Ce peuple qui a trop été traumatisé, il fallait l'aider à sortir des traumatismes. Donc la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous sommes allés à Yamoussoukro parce que c'est le village natal de Houphouët-Boigny, le premier président de ce pays. Nous sommes allés à la fondation Félix Houphouët-Boigny de la paix. À côté, vous avez la basilique Notre-Dame de la paix. Et vous l'avez vu, nous avons invité le gouverneur du district de Yamoussoukro, à qui je voulais dire ici merci, parce qu'il nous a honorés, il a été là. Nous voulons une démarche inclusive.
Nous voulons apporter la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons être des acteurs de paix en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous sommes allés à Yamoussoukro. Pour finir, M. Derassouba, je lançais un appel à Yamoussoukro que je voulais reprendre ici. Allez-y. Je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire, massivement, en juillet prochain, lorsque les bureaux seront ouverts, qui aillent s'enrôler sur la liste électorale. Massivement, je le dis. Et moi-même, je conduirai cette cette campagne. Cette opération à travers toute la Côte d'Ivoire. Deuxième appel que j'ai lancé, tous ces jeunes qui ambitionnent d'être députés ou maires dans leur région et qui sont bloqués par les partis traditionnels, je vais les coacher. Prochainement, je vais mettre en ligne un numéro qu'ils vont contacter pour que moi-même, en tant que leur coach, je puisse les organiser. Parce qu'en 2026, nous voulons changer les choses. Charles Blé Goudé, nous voici au terme de ce numéro de Sans Réserve. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ou bien vous avez gardé des choses pour vous? Moi, je vais toujours être vrai. Je vais toujours être vrai. Je veux montrer aux gens qu'on peut faire la politique et être honnête. Parce que je veux me rapprocher des Ivoiriens. Je veux palper les réalités des Ivoiriens. Je veux qu'ils ne me considèrent pas comme un politicien qu'on appelle c'est un menteur. Non, je suis un homme vrai. Je ne m'associe jamais au faux. C'est pourquoi j'ai tant d'adversaires. Mais je vais continuer ainsi. Ce soir, c'est à vous de voir. Mais je pense avoir dit ce qui estime être vrai. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu faire cette émission. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.